Je voudrais parler aux trafiquants de drogue de la maison. Je vous demande pardon? Oui, il fait beau, c'est l'été. On a envie de descendre quelques trafiquants de drogue. Est-ce qu'il y en a dans cette maison? Tu peux t'attendre au pire maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein? Mais si, tu dis toujours ça. T'es sûr? C'est une réplique que tous les spectateurs attendent que tu places. C'est ta carte de visite. On me dit que vous faites dans les trafiquants de drogue, c'est exact? Oui. Jack, c'est l'homme de main de Vivaldi, celui qui a un faux œil. Pardon, monsieur. Êtes-vous un homme de main? Non, je serais plutôt l'homme de ménage. Vous désirez autre chose? Oui, ôtez donc vos lunettes. Qui vous autorise? Cette jolie plaque. Vous êtes à côté de la plaque, on ne peut pas dire que vous cassiez les briques. Non, je laisse ça à Bruce Lee. Vraiment? Personne n'est parfait. Dites-moi, j'espère que vous supportez la vue du sang. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show saison 2. Qui dit nouvelle saison dit nouveauté, comme vous avez déjà pu vous en apercevoir. Première nouveauté, la scène de la semaine qui remplacera maintenant toutes les semaines la chronique historique. Pour cette première, j'ai choisi un extrait de Last Action Hero de John McTiernan où l'on retrouve Arnold Schwarzenegger et le jeune Austin O'Brien dans une scène merveilleusement écrite par Shane Black, détruisant le quatrième mur et s'amusant des codes des films d'action que l'on connaît. Une scène à mon image en somme. Lego commence bien. Voilà, l'année on commence là. Bien. C'est parce que j'en profite, comme j'en ferai pas beaucoup cette année, mais on y reviendra tout à l'heure. Outre cette nouveauté, vous en découvrirez d'autres tout au long de la soirée. Mais avant tout cela, j'ai hâte de vous présenter les chroniqueurs qui m'accompagneront pour cette première. Sont présents Marie, Raphaël, Gaël, Vincent et Edwin qui va bientôt nous rejoindre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Paris. Ensemble, nous reviendrons sur quelques longs métrages sortis ces 3 derniers mois. On reviendra dans l'ordre sur La femme de mon frère de Monia Chokri, l'œuvre sans auteur de Florian Henkel von Donnersmarck, Spider-Man Far From Home de John Watts, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Le quiz de Marie et Raph sera également de la partie, tout comme une partie sur Stéphane Battu, réalisateur du film Vif Argent, qui était venu présenter son dernier film au Diagonal le mois dernier. C'est son premier film d'ailleurs, non? C'est son film de fiction. Ouais, exactement. Voilà, mais avant tout ça, on débute par les news de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Alors au sommaire des news, un retour sur les news de l'été, les actus en bref et la fin d'une époque. Donc je voulais revenir sur 2 news essentielles de l'été
essentielles, hein. C'est juste qu'elles ont fait bouger un petit peu la planète cinéma. La première, c'est la guerre Sony-Marvel concernant la suite prochaine de Spider-Man. Hein, on a appris pendant l'été que Sony souhaitait mettre fin à l'accord concernant les droits sur le personnage de Spider-Man. Pour rappel, Disney a le droit d'inclure l'homme araignée dans le Marvel Cinematic Universe, alors que c'est Sony qui a les droits du personnage. Pourquoi la fin de cet accord ? Parce que Disney aurait demandé à revoir à la hausse le deal monétaire concernant cet échange. Sony ayant refusé, il semblait de plus en plus compliqué de voir un Spider-Man chez Disney. Mais finalement, comme d'ailleurs je l'avais déjà dit dès qu'il y avait eu la nouvelle, je me suis dit ça va s'arranger vite fait. Et effectivement, ça s'est arrangé vite fait. Hein, Sony a proposé un autre contrat que Disney aurait accepté, relançant ainsi la machine Spider-Man pour un 3e épisode, toujours réalisé par John Watts. Cher chroniqueur, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? C'était un très gros coup de pub pour la franchise, juste. Pour la franchise laquelle ? Pour Sony Spider-Man, ou... pour les deux en fait. Ça fait du bruit quoi, c'est ça. Je pense que c'était peut-être qu'il y avait un désaccord, mais pas si profond que ça, que c'était beaucoup pour faire parler aussi du film, du prochain. Beaucoup de gens vont aller voir Spider-Man du coup de nouveau parce que c'était sûr qu'ils ne savaient pas le faire. Tu penses que c'était faux ? Ouais, non, mais pas les gens forcément ont oublié, faux, mais ça a été monté en épingle grandement pour inciter les gens à aller voir le prochain. Mais parce qu'en fait c'était Sony qui se foutait un peu de la gueule de Marvel dans le sens où je crois Sony touchait 80%, c'est ça ? C'est quoi le pourcentage je sais plus. Je crois que c'est peut-être un truc vraiment minime. Je crois que c'était 95,5 en fait. Ouais, et c'est ça. Et Disney touchait seulement le merchandising, je crois. Voilà. Et 5%. Du coup, on était plutôt du côté Disney en se disant mais c'est eux qui font le film, il n'y a pas de... Enfin, c'est assez, c'est pas équitable entre les deux. Après, ils possèdent le monde. Ouais, clairement. Clairement, ils possèdent le cinéma les aussi, pauvres. hein, donc, Disney quoi. Non mais ouais, en tout cas pour eux on avait beaucoup d'empathie. Enfin moi j'étais oh là les pauvres. C'était un peu genre Disney les gentils alors que. Je suis sûr qu'ils se font plus avec le merchandising que Sony se fait avec les films. Hein, donc, c'est vrai. Ah ouais, il va aller tellement loin. Deuxième news importante, elle reste d'ailleurs chez les super-héros étonnamment. Le sacre du Joker de Todd Phillips à la Mostra de Venise. Je tenais à le souligner parce qu'après des centaines de films sur les super-héros et alors qu'on dit depuis plusieurs années que le genre est à son crépuscule, c'est la première fois qu'un film de ce type remporte un prix dans l'un des 3 plus grands festivals du monde. Hein. On a Cannes, on a Venise et Berlin. Pas Cinémed. Avec ce Lion d'Or qui, je le rappelle, est l'équivalent italien du coup de la Palme d'Or cannoise. Est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas enfin le genre à sa juste valeur avec ce prix ? Parce que c'est quand même d'habitude des films plutôt d'auteurs qui sont récompensés dans ce festival. Mais, le problème c'est que depuis ces dernières années à Venise, j'ai l'impression que c'est très américain, c'est très Oscar. C'est très orienté Oscar, c'est très image. Genre on veut faire jeune, on veut être ami avec Netflix. Enfin ouais, il y a des trucs comme ça. Donc bon, ça me surprend pas non plus un peu comme de la Mostra de Venise. Si c'était Cannes, enfin ça m'aurait plus surpris. Ouais, ça aurait été très. Là Venise, bon, enfin Venise ils sont un peu racoleurs en ce moment. Ouais. Wow, racoleur carrément. Il y a quand même genre on y va, on provoque ici. Non mais quand tu regardes le palmarès par exemple, prix d'interprétation féminine, c'est Ariane Ascaride dans le dernier film de Robert Guédigan. Donc tu vois dans le même palmarès, t'as Joker de Todd Phillips et t'as Robert Guédigan, c'est ouais, mais c'est pas Atlantique de Matty Diop. Matty Diop, tu vois, enfin c'est des films quand même un peu renommés, voilà. Ouais, Guédigan, il était à Cinémed l'an dernier. Attends, mais il revient cette année. Au Cinémed, Guédigan l'an passé. Il y avait toutes les images de ses affiches dans n'importe quelle langue parce qu'au Japon c'est une star. Faut arrêter. Il est international. Hein. C'est bien, on parlait du Joker de Todd Phillips et on a fini sur notre Joker de l'émission Robert Guédigan. Voilà. On poursuit ces actus avec 2 autres actus en bref. La première concerne Travis Knight qui sera en pourparlers pour devenir le nouvel réalisateur de l'adaptation d'Uncharted. À croire que tout Hollywood est passé sur le projet. Merci Sony. On parle beaucoup de Sony d'ailleurs. La seconde actu encore cette fois est moins réjouissante puisqu'elle concerne Rob Cohen. Le réalisateur du premier Fast and Furious et autres Triple X fait maintenant face à de nouvelles accusations d'agression sexuelle après celles déjà données par sa fille. Yes. Voilà. Il y a aussi eu le Cinémed, j'avais oublié de le noter, mais il y a le Cinémed qui a eu la conférence de presse hier. Donc ça a beaucoup parlé de la mairie de Palerme, puisque maintenant le nouveau président du Cinémed est le maire de Palerme, comment il s'appelle déjà ? Leoluca Orlando, je crois, un truc comme ça. Voilà. C'était pas hyper passionnant, mais par contre, il y a eu dans l'annonce des films, il y a des trucs assez intéressants. Et par exemple, il y a Rodrigo Sorogoyen en compétition.
Et je trouve que pour une fois, il y a un nom un peu plus intéressant. Rodrigo Sorogoyen qui avait fait El Reino l'an dernier, dont on avait parlé. Qui avait fait Que Dios nos perdones, voilà. Et après, il y a des avant-premières toujours un peu. Tape à l'œil entre guillemets pour faire venir des gens avec Play, par exemple avec Max Boublil. Il y a quoi d'autre? Il y a une série avec un téléfilm avec Ramzy Bedia aussi, je crois. Voilà. Donc voilà. Bon. Ils seront là. Oui, les deux que j'ai cités seront là, donc vous pouvez aller voir Max Boublil. Même hors Cinémed, des fois il y a des avant-premières avec Omar Sy, ou enfin ils auraient pu venir dans un autre contexte. Oui. C'est vrai que c'est un peu la récupération, mais putain, je critique beaucoup en ce moment les festivals. Je sens plutôt. Toi, tu vas pas rentrer au Cinémed. Non, je prends envie. Oula. On termine ces infos du coup par une news qui va remettre en question la fin d'un chef-d'œuvre. Les autorités coréennes ont retrouvé le réel tueur qui a inspiré Memories of Murder. L'homme a été confondu grâce à son ADN, qui était déjà en fait incarcéré pour des faits similaires. Rappel des événements, entre 1986 et 1991, une dizaine d'assassinats et viols avaient eu lieu à Hwasong dans une campagne coréenne. Ces meurtres n'avaient jamais été élucidés, faute de moyens techniques suffisants au moment des faits. Cette histoire a inspiré du coup le Memories of Murder de Bong Joon-ho, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir si vous ne l'avez pas vu. Le cinéaste coréen a d'ailleurs réagi en disant « Quand j'ai tourné le film, j'étais très curieux, j'ai beaucoup pensé à ce meurtrier, je me demandais à quoi il ressemblait. Enfin, la semaine dernière, j'ai pu voir une photo de son visage et je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer la nouvelle et comprendre ce que je ressens. Pour le moment, je voudrais simplement applaudir les forces de police pour leur effort incessant dans la recherche du coupable. » Un rebondissement final du coup très surprenant dans cette affaire longue de 30 ans. Des réactions? Alors, moi j'ai vu Memories of Murder cet été, du coup c'est assez marrant que ce soit arrivé au même moment. La semaine dernière. En fait c'est grâce à toi, c'était l'achievement. Vincent regarde le film et ça y est. Et en plus voilà, on finit le film un peu... Enfin, le film est très bien mais on finit... Ouais. Marie a peur qu'on la spoil. On a assez... sur la fin on est assez ouvert quoi. Voilà. Déjà qu'on sait que dans le film on n'arrive pas à trouver le... Bon bah voilà. Parce que je l'ai pas vu le film, mais j'ai vu l'actu, du coup on sait qu'il a pas été retrouvé. Peut-être qu'il avait fait une fiction. Il avait on reste sur le mystère ici, d'accord? J'espère, parce que là... Voilà, bon alors, comme l'an dernier, on débute cette nouvelle saison par un rapide tour d'horizon des films qui sont sortis lors de ces 3 derniers mois. Pour ce faire, j'ai demandé à chaque chroniqueur et chroniqueuse de nous parler de son coup de cœur de l'été et on débattra ensuite rapidement dessus avec le reste de l'équipe. Et comme on remonte le temps, on va faire tout ça dans l'ordre chronologique. On commence du coup avec Gaëlle qui va nous parler d'un long métrage sorti le 26 juin dernier. C'est vrai. Vas-y Gaëlle. C'est vrai. La femme de mon frère est un film québécois de la réalisatrice et actrice Monia Chokri, sorti le 26 juin dernier, comme tu l'as dit. Il n'est malheureusement plus en salle à Montpellier, mais je vais tout de même essayer de vous donner envie de le voir car il sort bientôt en DVD. Le film raconte la relation fusionnelle qu'entretient Sophia avec son frère Karim, qui va rencontrer une femme et quelque peu délaisser le temps accordé à sa sœur. Pour commencer, le long métrage est très drôle, plein de légèreté et d'ironie en même temps. L'actrice principale, Anne-Elisabeth Bossé, a bien bossé le rôle. Et oui. Et ça, c'est toujours super agréable à regarder. C'est une comédienne pétillante et charismatique. Aussi, le film aborde son point de vue, celui d'une trentenaire mise en marge de la société car elle est célibataire, ne souhaite pas d'enfant, ne trouve pas sa voie. On remarque dans ce portrait tout le militantisme de la réalisatrice qu'on imagine féministe et engagée. Son véritable atout est alors de faire parler un personnage qu'on rejette habituellement, de lui donner une voix, de l'humour et de la tendresse. Car si une chose est sûre avec ce film, c'est qu'on rit, on s'attache, on s'attendrit, on s'investit et on rêve même, grâce à la poésie des décors et des couleurs. Ce sont toutes les caractéristiques du cinéma allant de la musique au montage qui sont au service de l'amour et de la famille, les deux grands sujets du film. Je finirai par la superbe mise en scène de Monia Chokri, dont le film est le premier long métrage, qui donne à la réalisatrice une patte de cinéaste qu'on a envie de suivre. Si mon avis ne vous suffit pas, alors celui du jury de la catégorie Un certain regard du Festival de Cannes saura vous convaincre, car celui-ci a attribué son coup de cœur à la réalisatrice et son film en mai dernier. En attendant d'acheter, louer ou emprunter le DVD, vous pouvez toujours aller voir son premier court-métrage que le merveilleux site et compte Instagram Les 11% ont partagé. Ça s'appelle Quelqu'un d'extraordinaire et c'est un film aussi intime, attrayant et ingénieux que La femme de mon frère. Très bien, merci Gaëlle. Qui d'autre l'a vu autour de la table? Je sais que Vincent l'a vu. Ah, vous l'avez tous vu. Alors, maintenant, tout le monde va aller contre Gaëlle. Non, je rigole. Un avis... Allez, il y a un avis négatif ou tout le monde a aimé ici? Moi, j'ai pas vu. Non, mais j'ai pas vu. Direct. Je l'ai pas vu.
Pas négatif, mais je trouve que... Plus mesuré. Alors on va commencer par plus mesuré. Parce que je trouve que le film est vraiment une réussite esthétique, même dans le scénario et les dialogues. Mais je trouve que j'ai eu assez peu d'attache aux personnages. Mais après, ça c'est plus personnel. Mais sinon, c'est vrai que c'est une réussite... Enfin, on voit rarement des films comme celui-ci, notamment avec un visuel aussi tranchant, parce que je sais pas si c'est produit par la même boîte de prod que Xavier Dolan, mais en tout cas en Cannes, on avait entendu ça, on l'a raté là-bas, mais il y avait eu énormément de bons retours, notamment du coup certains le voyaient comme le grand gagnant. Du coup, et je trouvais qu'on ressentait énormément cette patte un peu indépendante, et c'est une qualité du film, en tout cas l'esthétique. Très bien. Qui est d'autres réactions sur La femme de mon frère? Moi je trouve ça très drôle en fait. Enfin, de toute façon c'est québécois, ça marche mieux. Et, ah oui, pourquoi? Je sais pas, c'est leur manière de parler, ça amplifie le comique dans tous les dialogues, et là principalement... C'est marrant l'accent, hein. Ouais, ça c'est marrant. Et ouais, du coup je trouvais le film très drôle, et justement tu dis qu'on s'attache pas trop au personnage, et je suis assez d'accord, mais c'est un peu aussi le principe du film, c'est qu'elle est agaçante, quoi, la personnage principale, et tu la suis, elle fait rire parce qu'elle est agaçante, et qu'elle est chiante avec son frère, et son frère est chiant avec elle, et voilà, il y a une espèce de... C'est une espèce de relation où le film te taquine toi aussi en tant que spectateur, parce que ça te fait chier, mais ça te fait rire, quoi. Enfin voilà. C'est beau. Très bien. Marie? Moi je trouve qu'on s'attache moins aux personnages qu'à leur relation. Enfin, les moments que j'ai préférés dans le film, c'est quand ils sont tous les deux et qu'ils parlent, qu'ils discutent. Enfin, je trouve que la relation fraternelle est super bien montrée. Et moi qui ai un frère par exemple, ça m'a rappelé beaucoup de choses, de souvenirs. Et je trouve que le film sonne très vrai. Et il est extrêmement bien écrit, visuellement il est très beau aussi. Au niveau du montage aussi, il est très bien monté. Et ouais, voilà, moi ce que je regarde du film, c'est surtout cette relation entre un frère et une sœur qui est mouvementée, mais qui sonne vrai. Très bien. Bon, alors des avis plutôt positifs sur La femme de mon frère. Il va sortir dans pas très très longtemps, j'imagine. En DVD ? Ouais. Le 4 novembre. Je me suis renseignée. Mais après, il est à Paris. Si vous êtes à Paris, que vous avez envie de le voir, allez à Paris, c'est ça ? Allez-y. Hein, il est toujours diffusé? Ouais, à Paris, dans quelques salles. Ouais. Bah, je vais y aller demain matin. Alors, à Paris. Eh bien, Vincent, retourne-y. Il va juste pour ça en plus. Très bien. Bon, alors, deuxième film de la soirée, c'est moi qui m'y colle. Du coup, je vais vous parler de Spider-Man Far From Home de John Watts, alors que Edwin pénètre dans la salle. Il t'a jugé rien qu'en regardant comment tu dis Spider-Man, là il a fait... Qui? Far From Home. Ouais. Far From Home. Voilà, Spider-Man de John Watts. Alors, c'est peut-être pas... Bonjour Edwin, c'est peut-être pas le film que j'ai préféré au max, quoique c'était pas un super BT non plus, mais j'ai trouvé que c'était un des rares blockbusters qui était plutôt réjouissant cet été, qui était plutôt morose à l'inverse, hein. On n'a pas eu des super films. Bon, j'ai pas vu Fast and Furious of Zen Show, mais ça devait pas être super non plus, voilà. Donc déjà je commencerai par le casting qui j'ai trouvé était très très adéquat, et c'était un plaisir vraiment de voir Jake Gyllenhaal dans ce rôle mystère, lui qu'on voit sur l'affiche pour ceux qui sont sur Facebook. Là où le film fonctionne bien aussi, c'est qu'il rectifie toutes les erreurs, je trouvais, du précédent Spider-Man, hein, le premier, Homecoming. Il y avait beaucoup de trucs qui ne fonctionnaient pas selon moi. Et là, c'est beaucoup mieux, que ce soit surtout dans la mise en scène de l'action, tout ça, parce que dans Homecoming, il se passait pas grand-chose non plus. Il y a un joli twist que je tairai du coup en milieu de film, un regard sur l'industrie du divertissement qui est assez intéressant, hein. Alors après c'est Disney, hein, ils se critiquent un peu, mais bon, ils vont pas aller plus loin non plus, mais je trouvais que c'était plutôt intéressant, notamment à travers un personnage du coup. On passe un bon moment après, et ça raccroche, et c'est plutôt raccord aussi avec la fin de Endgame, hein. On reprend d'ailleurs là où s'était arrêté le précédent Avengers, et on voit du coup un petit peu le côté le côté humain en fait, des conséquences du claquement de doigts de Thanos, hein, où toute la moitié de la population avait disparu, et du coup on reprend sur ça, mais cette fois sur des gens comme vous et moi, et notamment des lycéens du coup, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et drôle d'ailleurs, c'était fait sur le ton de l'humour, donc c'était plutôt pas mal. Et puis le film offre de belles surprises, notamment aux fans de la première trilogie Spider-Man, donc ça c'était plutôt sympathique. Voilà.
pour Spider-Man Far From Home. Pas un très très grand film, mais j'ai trouvé plutôt un divertissement plutôt bien et dans ce que fait Marvel de mieux. C'est ce que fait en fait Marvel. Là, on a plutôt du très bon Marvel. Et il y a même une séquence qui est quand même vachement bien foutue. Avec beaucoup un côté genre rêvé, un côté un peu très, très mystérieux même. Un côté très mystérieux. Et on a rarement des scènes comme ça. C'était vraiment une belle scène en fait. Plus que. Je confirme. Voilà. C'était une belle scène. Et, il y avait de l'imagination, on peut dire, au moins dans cette scène-là. Voilà. Alors vas-y, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de Spider-Man Far From Home? Je vais pas dire grand chose non plus, mais j'ai trouvé que c'était Homecoming mais en mieux quoi. C'est vrai que Homecoming tu sortais du film, tu dis ouais j'ai passé un bon moment et après tu zappes. Là il a quand même essayé de retravailler un peu les scènes d'action ou même un peu les personnages et du coup c'est vrai que ça se ressent. C'est un film aussi plutôt détaillé je trouve, genre il va rechercher des personnages que tout le monde a oublié dans les premiers Avengers aussi pour les utiliser un peu moi je pense à un personnage qui est dans le film de Hulk. Ouais, dans l'incroyable Hulk. Ouais, mais aussi dans Iron Man. Ouais, aussi, ouais, voilà, c'est vrai. Donc, ils aiment bien faire ça. Ils l'avaient déjà fait aussi avant, il me semble. Aussi, déjà pour Homecoming. Ouais, ou même le personnage de William Hurt. Ouais, qui est, aussi, ouais. Bon, j'ai l'impression qu'on parle entre experts de Marvel, donc je vais vous appeler tous à table ensuite, à vous. Non, d'autres réactions sur Spider-Man Far From Home, qui l'a vu? Gaël, tu lances la toile si tu veux. Moi, je trouve qu'il était bien, mais je l'ai un peu oublié depuis, quoi. Enfin, ouais. C'est pas fifou non plus, quoi. C'était bien. Ouais, moi, ça me plairait de le revoir, tu vois. Ouais, pas moi. Ok. C'était un peu conventionnel quand même pour des trucs. Après, en gros, c'est toujours agréable parce qu'il est jeune et que je trouve que du coup, c'est plus facile de s'identifier à quelqu'un de jeune. Donc je trouve que pour ça, Spider-Man, c'est bien. Ça reste bien fait. Alors peut-être que je me contente de la merde parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de merde. Oui. Mais quelques pépites par-ci par-là quand même. Ouais, on tu l'as dit. Comme j'ai pu l'entendre, mais non. Après, moi, je trouve que c'est qu'il y avait quand même une fraîcheur dans le film, et comme tu dis, vu qu'il est plus jeune, c'est clair que tu t'identifies un peu plus à lui, voilà. Parce que Gaëlle est une jeune. Ouais, dans j'ai même âge. Non, dans la jeune insouciance. Raphaël. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé en sortant de la salle. C'est vrai que je me rappelle que vous arrêtez pas d'en parler avec Edwin. C'est un peu redescendu parce que j'ai un peu oublié. C'est un peu le problème de. J'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé le pied sur la pédale après les Avengers Infinity War qui étaient vraiment très pas sombres mais qui avait une importance. Oui, mais qui avait qui avait une importance pour toute la saga. Là, on a l'impression que c'est un peu de mouche, tu vois. Enfin, on a l'impression que ça résonne nulle part. Le problème, encore une fois, c'est que Spider-Man ne peut pas être mis sur le devant de la scène vu qu'ils ont trop ces risques par rapport à Disney, par rapport à Sony de perdre les droits, tout ça. Donc, il faut prendre des risques. Mais ça, c'est vraiment un détail. Après, je trouve que vraiment, quand on regarde le film, c'est un teen movie qui est totalement agréable, très frais et c'est vrai que comparé aux autres, comparé aux autres blockbusters de l'été, c'était vraiment quelque chose qui ressortait dans ce que ça disait, dans le casting. C'est vrai que tu disais, le casting est super. T'as l'impression que tout le monde a été casté, pas parce que c'est quelqu'un qui est un super acteur ou quoi, mais parce que vraiment il a une gueule pour ce personnage-là. Mystérieux, je m'étais un peu fait spoiler avec un jeu de GameCube auquel je jouais, de Game Boy auquel je jouais en 2005, où Mystérieux c'était un. Du coup, c'était un homme mystérieux. Non, mais bon, on a compris où ça veut en venir, toute cette histoire. J'ai pas eu cette surprise-là, mais je trouve que c'est totalement efficace. C'était dit en fait. Dès que Jack Gyllenhaal a été engagé, c'était dit. Arrêtons de parler de l'histoire et d'intrigue. C'est pas pour rien de. Voilà, il n'y a pas William, on va pas le remplacer. Mais en vrai, il est important quand même pour l'univers Marvel, pour ce qu'il dit sur des personnages à la fin du film. Oui, mais si un film est important parce qu'il y a des scènes post-génériques, je trouve que le film n'est pas important, c'est les scènes post-génériques. Mais ça fait partie du film maintenant. Oui, bon. Mais voilà, et en gros, c'est très plaisant. Ça te change aussi la vision de certains personnages. Oui, ça a des petits twists, c'est sympa. Voilà. Mais Marie? Moi, j'ai bien préféré à Homecoming. Je m'étais vraiment ennuyée devant Homecoming. Je trouvais qu'il avait aucun intérêt, ce film. Et celui-là, j'ai assez apprécié pour tout ce que vous avez décrit et pour Jake Gyllenhaal, qui est quand même un super acteur. Et surtout qu'il paraît très basique au début du film. Ouais.
Et en fait, c'est ce côté basique qui donne après. Il apporte beaucoup au film quand même, mais heureusement qu'ils l'ont casté lui. Et voilà, je l'ai trouvé plus rythmé. Non, moi j'aurais bien voulu voir Adam Sandler. Plus d'action, plus de dynamisme que le premier. Et oh là là, rien de. Et voilà, j'ai préféré. J'ai pas non plus adoré parce que je trouve que la nouvelle saga Spider-Man avec Tom Holland, elle a pas énormément de dynamisme non plus par rapport à d'autres Marvel qu'il y a, mais c'était sympa. Très bien. D'autres réactions? Non. Bah, Vincent n'a pas vu, je crois. Non, voilà, honte, Vincent. Non, pas du tout. C'est pas grave. Très bien, bah Raphaël, c'est à ton tour de nous parler d'un long métrage, sorti en juillet, le 17 juillet plus précisément. Un très long métrage même. Et oui, très long métrage. En 2 parties. Tu dis exactement, Marie. Donc c'est un gros morceau, difficile d'en parler puisque en fait c'est un film où on en sort un peu silencieux. C'est un film fleuve de 3h10 à la base, donc c'est un film comme tu disais en 2 parties, donc 1h30 chacune. D'ailleurs c'est marrant quand on regarde le film. Dans la salle, il y a un moment où il y a le générique de fin et il y a le générique d'entrée du début de film, donc c'est assez bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Et du coup, c'était une tragédie historique, donc d'une qualité assez rare, qui va de l'arrivée donc de l'Allemagne nazie au pouvoir, donc dans les années 30, jusqu'à la construction du mur de Berlin à la fin du film. Et du coup, le film se passe à Dresde, donc en 1937, c'est en Allemagne de l'Ouest, et Kurt Barnett, donc âgé de 10 ans, visite avec sa tante Elisabeth une expo d'art dégénéré organisée par le régime nazi. Et du coup, ouais, dégénéré avec des guillemets. Sa tante, justement, correspond donc à un canon de beauté de l'époque, donc elle va être désignée pour donner des fleurs à Hitler. Sauf que c'est un peu une punk dans sa tête, ce qui fait que ça la détruit intérieurement, et donc Kurt va grandir avec ça. Je raconte pas ce qui se passe, mais voilà, il va grandir avec ça et devenir du coup un artiste. Alors l'écriture du film est un peu machiavélique puisque à première vue il n'y a pas de suspense puisque c'est un film historique, mais pourtant il est vraiment omniprésent. Et si on met l'art de côté, l'œuvre sans auteur, donc ça devient l'un des films les plus sombres de l'année, angoissant et fataliste dans les années 40, puis avec les années donc qui prend le chemin d'un film sans issue, où la seule solution c'est de passer au-dessus du mur. Donc j'ai une préférence donc pour la deuxième partie, pour l'écriture un peu élégante en retenue, et aussi un suspense qui est toujours présent et encore plus présent dans la partie 2, mais qui est pas comme dans un thriller désamorcé en 2 secondes avec un plan et une musique. Là c'est vraiment beaucoup plus fin. Donc je recommande totalement le film, et pour ce qu'il dit et pour le sentiment qu'il donne, parce que c'est vraiment un film où tu ressens des choses que tu reçois pas forcément d'un film historique en général, puisque tu te sens vraiment impliqué comme si ça se passait maintenant, donc je trouve ça assez fort. Mais je recommande plutôt de le voir, du coup comme il est plus en salle, de le voir en 2 parties, du coup 1h30 après 1h30. Et du coup voilà, entre les deux tu te regardes Spider-Man Far From Home. Exactement. Non voilà, Florian Henkel van Donnersmarck, c'est un réalisateur du coup qui avait fait La Vie des autres et The Tourist, et moi je trouve que La Vie des autres c'était aussi bien, et là et du coup il maintient le style avec un film formidable. Voilà. Très bien. Marie, tu l'as vu, c'est ça? Oui. J'ai trouvé incroyable. Je le trouve magnifique, j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est 3 heures qui passent très très vite contrairement à d'autres films. Et les acteurs sont très talentueux, les personnages sont très très bien écrits. Je sais qu'il y a Paul Abir qu'on a vu dans Le Chant du Loup cette année aussi. Ils sont pas super connus, même en Allemagne. Très connus. L'acteur principal ressemble à Benoît Magimel, mais c'est pas lui. Ouais. Et ben ce sont. C'est marrant parce que. Mais en tout cas, ils sont très talentueux. C'est marrant de dire qu'il ressemble là parce que dans le film, le principe c'est qu'il doit ressembler à Benoît Magimel. Exactement. Le film en 2 parties, c'est que t'as l'impression que c'est un film en miroir, et dans le casting ça se voit, c'est vraiment fort comme choix, c'est que les actrices alors qu'elles sont d'une époque différente se ressemblent, et du coup tu les confonds, et c'est vraiment un sens très important, et c'était vraiment bien. Oui, et le propos est très intéressant, ça parle d'art, d'histoire, en suivant un personnage qui est fictionnel mais à travers des événements qui sont bien réels, et c'est très très intéressant, on découvre plein de choses. Et en plus, il a une manière de représenter les choses très engagée. Enfin, représenter l'Allemagne nazie, les horreurs qui ont été faites, j'avais jamais vu ça auparavant au cinéma. Les images qu'il a proposées. Et je trouve ça très fort, et on ressent beaucoup d'émotions en regardant ces films, autant de la peur que de la joie que de la tristesse. Et comme disait Raph, on ressort, on n'a plus envie de parler, juste de réfléchir à ce qu'on a vu. Et on est d'accord, il est sorti du coup en Allemagne en 2 parties, vraiment. Il me semble, hein, oui. Mais
même aux États-Unis, je crois. Je sais pas, parce qu'il était présent du coup aux Oscars. Je sais pas s'ils étaient proposés comme au Diago d'affilée. Mais je sais pas. Mais c'est vrai que c'était bizarre parce que le distributeur français a décidé vraiment de faire un générique de fin. Ouais. Donc il y a des gens qui, je crois, qui sont partis, je sais même plus, mais. Ah oui, ils sont pas. Ah oui, ils sont pas restés. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est con. C'est vrai qu'il a duré longtemps ce générique ou comme un film. Comme un film, ouais. Parce que le film fait 3 heures. C'était le vrai générique de la première partie. En plus, quand tu regardes un film, tu vois pas trop, t'as pas trop de notion du temps. Parfois, tu la perds. Et du coup, ils ont dit 3 heures. Ça y est, c'était passé. C'était passé super vite. C'était franchement c'était cool. En reparlant de Marvel, moi, je serais resté juste à la fin pour voir la scène post-générique. Donc, du coup, j'aurais vu qu'il y aurait le prochain film. Non, on revient toujours à Marvel. Voilà, c'est ça, une scène post-générique qui commence et qui est un peu longue quand même. Personne d'autre ne l'a vu autour de la table, non j'imagine. Je vous le conseille. Moi, ça donne c'est envie, vrai que moi, il me donnait aussi pas mal envie, même l'affiche et tout, mais j'ai toujours pas vu. Avant de passer à notre 4e film de la soirée, petit indice sur l'identité de ce 4e long métrage du coup. En effet, pour notre première pause musicale, on va s'écouter la reprise de You Keep Me Hanging On par le groupe Vanilla Fudge, chanson rendue célèbre quelques années plus tard par une autre reprise, celle de Kim Wilde. You Keep Me Hanging On, You Keep Me Hanging On, yeah. Non. Chanson au cœur d'une scène clé d'un des films événements de l'été. C'est tout de suite sur Radio Campus Montpellier. Nothing I can do about it. You know I need love. Why don't you, babe? Talking about love. Get out my life. Why don't you, babe? You really don't want me. You just keep me hanging on. Get out my life, why don't you, babe? Get out my life, why don't you, babe? You Keep Me Hanging On de Vanilla Fudge et titre des Supremes à la base. Vincent, c'est à ton tour de parler du film Messi, hein, du film que tu as attendu pendant longtemps, très longtemps. C'est vrai. Tu sais qui joue dedans d'ailleurs? Patrick Timsit, non? J'ai fermé les yeux pendant tout le film pour être spoilé. Non, bah ouais, j'ai pas du tout été déçu. C'était toujours. Enfin, t'as toujours la patte Tarantino qui est là, mais c'est oui, parce toujours que tu différent. parles de Once Upon a Time in Hollywood. On l'a pas dit. C'est tellement une évidence, on va pas être ça.
Donc oui, Once Upon a Time in Hollywood. Et donc c'est du Tarantino, mais c'est très nouveau par rapport à tout ce qu'il a fait avant, je trouve. C'est beaucoup plus contemplatif que ses autres films. Et pourtant, ça fonctionne quand même. On suit un acteur de western un peu moyen qui fait des téléfilms, quoi. Ouais, c'est ça. Et son cascadeur et meilleur ami, on dirait. Et seul ami. Aussi on suit en parallèle aussi Sharon Tate, qui est l'ancienne compagne de Roman Polanski. Et voilà, c'est juste on suit leur aventure au quotidien, quoi. C'est vraiment, il y a pas un scénario ultra élaboré. Ni on suit pas un fil qui nous amène. Mais alors pourquoi on quelque suit part. pas le Charpentier de la 10e minute à ce moment-là? Parce que ça a quand même un intérêt. Les personnages ont un intérêt. Voilà, c'est ça. Les personnages ont quand même un intérêt. Et je sais pas, ouais, moi j'étais tout le long, j'avais le sourire aux lèvres. En fait, j'étais plongé dans un univers. C'est un peu comme ce que Tarantino aurait voulu que ce soit vraiment. Il a un peu supprimé les défauts de l'ancien Hollywood et il met tout ce que lui il aime, des pieds, que des gens bien. Et il a dit qu'il voulait absolument filmer une scène en voiture où le gars il roule sur Hollywood, dans Hollywood Boulevard et tout. Voilà, c'est ça. Donc, mais puis les décors sont excellents. La BO, c'est les 70s, donc ça marche forcément. Je sais pas, c'est un film plein de second degré. C'est les 60s en vrai. C'est les 60s? Non, c'est. Si, ça se passe en 1969, monsieur. Ouais, mais en vrai, même lui il dit que c'est beaucoup 70 qu'il a mis dans le film. Ok. Donc là, je vais s'en parler. Parce que ça allait les 70s, et du coup, il y avait déjà 60s, ça. Okay. Voilà. Mais soyons précis. D'ailleurs, je crois qu'il y a des anachronismes parce qu'il y a des voitures qui sont sorties, qu'il a utilisées et qui sont sorties dans les années 70. Donc voilà. Avec tout le budget qu'ils ont mis pour les décors. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je sais pas, c'était plein de second degré, en fait c'est une remise en question sous une éloge de ce Hollywood avec plein de second degré. Il y a des personnages excellents, même secondaires, de Bruce Lee par exemple, même Brad Pitt qui est pas du tout secondaire. Moi j'ai pas compris d'ailleurs tout le truc autour de Bruce Lee qui était sorti. On débat maintenant ou pas là? Parce que moi aussi on dit des choses, mais je le dis pas, Simon, tu débats maintenant. Non, mais parce que oui, mais il a pas de truc préparé ici. Mais si, laisse-le finir. Moi j'ai plein de trucs à dire, je l'ai mis dans ma tête, je marque, hop, ça à dire. Je me fais engueuler dans ma propre émission. Bah oui, vivement que je me casse. Vas-y. Vas-y. Non, finis Vincent. Si tu veux. Ouais, donc je disais, Brad Pitt, je l'ai trouvé excellent. Alors on va parler de Bruce Lee. Oh purée. Je l'ai trouvé excellent tout le film. Il a une vraie présence. Il marche très bien dans l'humour que son personnage dégage. Et il y a des scènes clichés, moi, qui m'ont fait mourir de rire sur le toit là, où il doit réparer le toit, mais j'étais mort de rire. Et ça m'a fait penser à la pub Coca. Ah mais voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment la pub Coca, mais avec Brad Pitt torse poil, quoi. Et du coup, je trouve ça très drôle et très finalement en hommage un peu avec le personnage de Sharon Tate notamment, qui est très en hommage avec la présence féminine dans les films d'avant où elle parle quasiment pas du film, quoi. Enfin, c'est les femmes, elles étaient beaucoup là pour être là parce qu'elles les stars féminines. C'est bizarre de faire un hommage comme ça, du coup. Non, mais je veux dire, c'est pareil. Un hommage à belle époque où les femmes étaient mises de côté. C'est pas la belle époque, c'est que pour moi c'est quand même une critique de ce Hollywood. Ouais, mais il critique pas trop ce Hollywood-là. Tarantino, au contraire, il est en extase totale devant, et tu l'as même dit. Oui, il est fan. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments de remise. Non, il y a quand même beaucoup d'éléments de remise en question. Il y a quand même plein de défauts qui sont montrés. Et, je sais pas, il y a une bande de hippies qui est pas très gentille dedans, quoi. On voit bien que c'est mais pas parfait. Ouais, mais ça fait un peu du coup réac, tu vois, genre il est très genre avant les 60s, du coup c'était bien, et là on commence à basculer dans les 70s où ça va être nouvelle Hollywood, tu vois, un truc moins bien, je sais pas. Et les hippies sont vraiment méchants. Je l'ai pas ressenti comme ça. Mais ouais, non, moi, pour moi c'était vraiment une critique cachée sous une éloge, quoi. C'était c'est beau. T'es dedans, et pour moi c'était un film assez euphorique, justement. C'est gai tout le long, et même quand ça doit être sombre, ça devient ultra gai. Et du coup, voilà, moi j'ai suivi avec le mouvement du film, et les acteurs étaient excellents. DiCaprio, il jouait extrêmement bien, même quand il doit jouer un mec qui joue bien, ça marche tout à fait, et c'est incomparable avec le jeu qu'il avait juste avant, dans d'autres scènes. Bref, c'était été plongé dans plusieurs univers en plus de ça, notamment dans le western, où tu vis l'univers du western à travers les films d'avant, et c'est très étrange et très contemplatif, mais
mais tout le film était bien pour moi et je me suis pas ennuyé une seconde et j'étais trop content, quoi. Voilà. Bon, Gaël qui a réservé toutes ses cartouches en tête, vas-y. Bah, Dégaine tel Leonardo DiCaprio. L'univers est très bien. Ça, c'est sûr, on est plongé dedans, c'est hyper bien fait. Bon, en même temps, j'imagine que le budget va avec, mais c'est très très bien fait. Et il y a des scènes, moi j'ai beaucoup aimé la scène sur toi, c'est assez marrant, ce montage-là aussi. La fin, elle est hyper jouissive, comment on s'est mis en place, etc. Mais je trouve que parfois c'est un peu de... parfois c'est complètement éloigné de Tarantino, mais ça ne m'a pas satisfait non plus à ce moment-là. C'est dans les scènes plutôt... quand on voit des scènes de film, mais qu'on voit 10 minutes de la scène de film qui est dans le truc, moi ça me... L'exemple de DiCaprio, du coup, il y a une scène où il est mauvais, du coup, et après il essaie de se rattraper, et il y a une mise en place de 10 minutes pour arriver au moment où il est mauvais, DiCaprio. Je trouve que c'est beaucoup trop pour rien, quoi. C'est juste Tarantino qui voulait filmer ça, et c'est un délire, quoi. J'ai pas vécu ça comme ça du tout. Pour moi, c'était vraiment... pour le coup, quand la scène commence, t'es plongé dans le truc, et t'oublies que t'es dans un autre film que ce que t'es en train de voir, en fait. Et puis ouais, ça te... D'un coup, t'es sorti du truc quand tu reviens. Autant, peut-être, pour le faire, mais bon. Moi, j'oubliais pas, en tout cas, que j'étais dans un film de Tarantino. Et je me disais, c'est quand on revient au personnage de Tarantino. Moi j'ai l'impression de voir un film, en fait, en version longue, où t'as les scènes rallongées et tout, et du coup, d'habitude, ça coupe un peu. Mais... Ils vont en faire une version longue Netflix, ouais. Yes. Ce sera une mini-série. Et juste à un moment, t'as dit qu'il y a que des gens bien, mais il y a quand même Polanski. Oui, quand même. Je tiens à le préciser. Oui. Mais du coup, je trouve que... moi, je suis assez d'accord avec Simon pour le fait que j'ai pas l'impression qu'il critique du tout, et même quand on le voit parler, il est très genre ah ouais, moi j'adore, là je voulais absolument montrer ça. En plus, c'est très un peu prétentieux cette manière de faire le film, c'est-à-dire que il a dit j'ai fait un film parce que j'avais besoin d'étaler, presque il a dit tel quel, d'étaler toutes mes connaissances sur ce cinéma-là que j'ai emmagasiné depuis toujours, quoi. Et du coup, je me suis dit déjà c'est un peu prétentieux, mais bon, ça admettons. Mais en plus, je trouve que c'est peu critique par rapport à ce qu'il faut être critique. Sur Roman Polanski, je trouve que même si c'est à une époque où il n'y avait pas eu l'effet qu'il y a eu après, ça me dérange qu'il n'y ait quand même jamais rien dit là-dessus, que Sharon Tate ne parle quand même pas. Ouais, mais il y a des moyens, je pense, de le montrer autrement. Là, ça fait quand même le mec classe de l'époque. Si Leonardo DiCaprio, il dit un truc du genre, c'est vraiment le meilleur et tout. C'était ça, ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a moyen de le mettre et que... Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a vraiment moyen. C'est comme quand on dit, oui, mais à l'époque, dans les films de guerre, il n'y a pas de femmes, donc... dans la guerre, voilà, donc on met pas de femmes. Je veux dire, c'est un peu le truc facile. Je pense qu'il y a moyen... Si tu réfléchis un peu, il y a moyen les gens qui font attention à ça, et moi j'en fais partie, ils vont te dire oui, mais si ça n'existait pas, ça t'enlève de mais moi ça me dérange. Moi je préfère. Bon. Là clairement, je pense que je pense que le côté fictionnel on l'a, donc c'est pas grave de rajouter des petits signes comme quoi les femmes sont des femmes pour quelque chose. Sont bien, et enfin je veux dire, évidemment c'est toi qui choisis ta ligne entre le fictionnel ou pas, et donc moi la ligne je l'aurais pas mise comme ça, je l'aurais un peu plus montré vers des choses. Du coup, je vais le critiquer vu que c'est mon moment de critique. Mais du coup, je trouve qu'il ne remet pas assez en cause pas mal de choses. Notamment, ça se voit qu'il n'aime pas Bruce Lee, je trouve. Et que du coup, d'ailleurs, c'est étonnant parce que moi, je pensais qu'il aimait bien Bruce Lee. Et que du coup, c'est vachement raciste ce qu'il fait de lui. Ah oui, pour moi, c'est vraiment raciste. C'est-à-dire que surtout que moi, j'adore Bruce Lee. Il ne met pas du tout en avant dans la scène où il est. Les femmes, pas du tout en avant. Et je trouve que par rapport aux pieds, par exemple, je trouve que j'ai l'impression que c'est un cliché de lui-même. C'est-à-dire que j'ai jamais vu autant de pieds dans le film. J'ai l'impression qu'il s'est dit c'est vrai que les gens disent que je mets des pieds, je vais en mettre encore plus. Moi, il y a des trucs qui m'ont quand même laissé bien en dehors du film, même si je trouve qu'il est passé très vite et que tout était bien fait et que Brad Pitt, je le trouvais super bien, même s'il avait 10 ans de plus que dans Ad Astra qui est sorti en même temps. Mais bon. Marie, tu t'énervais là. Mais oui, mais parce que je suis d'accord avec Gaël. Moi, on l'a vu à Cannes du coup, et dans l'émulation de Cannes, on a trouvé ça au début très bien. Mais esthétiquement, il est magnifique. Les acteurs sont très talentueux, il n'y a pas de souci. La fin, elle est géniale. Mais je suis sortie avec cet arrière-goût amer en me disant, il n'a pas laissé la place au personnage de Sharon Tate. On la voit pas assez par rapport à ce que l'histoire voudrait bien le faire croire. Et putain, Roman Polanski quoi. Je veux dire, tu t'appelles Quentin Tarantino. Tu fais des films hyper fictionnels, tu refais tout ce que tu veux dans tous tes films, tu changes tout ce que tu veux, et tu fais pas une seule critique de Roman Polanski. Tu le montres 10 minutes, et après tu le montres plus du tout, et tu fais genre, c'était un auteur bien, machin. Mais j'ai été extrêmement déçue. C'est pour que l'attention elle se mette autre part. Oui, mais non, mais ça on parle de Quentin Tarantino.
La grande gueule du cinéma, la grande gueule qui a bossé quand même pendant 20 ans avec Harvey Weinstein. Mais juste ça, j'étais déjà déçue. Il aurait pu s'en sortir au moins essayer de faire une critique de Roman Polanski. Et puis ça montre juste bien que du coup on a raison de peut-être le critiquer vu que il a bossé 20 ans avec Harvey Weinstein. Donc ouais. Et voilà, j'étais très déçue, surtout qu'il s'est fait engueuler à Cannes par Emmanuelle Seigné, la nouvelle femme de Roman Polanski, en me disant il utilise l'histoire de mon mari, c'est pas bien, il est très triste Roman Polanski de voir ce film, alors que clairement voilà, ils n'ont pas grand chose finalement dans son film, donc voilà, j'ai été très déçue de ça, même si esthétiquement il est vraiment magnifique. Je me suis pas du tout ennuyée, mais j'aurais aimé un petit regard critique sur la situation. Voilà. Raphaël. Moi je me suis un peu ennuyé, je vais essayer de faire vite. J'aime bien quand Tarantino fait un truc cadré avec des chapitres, et là c'était pas le cas, et j'ai l'impression que comme ce que dit en général, ce qu'a dit J.J. Abrams ou il y avait Pénélope Bagieux qui en a parlé aussi. Quand tu parles d'un truc que t'aimes, c'est toujours moins intéressant que quand tu parles d'un truc que t'aimes pas. Et là, je sens qu'il aime trop le sujet. Et du coup, j'ai l'impression qu'il veut rallonger les scènes. Et moi, je suis pas intéressé par ce sujet. Donc, pas assez, pas à son niveau en tout cas. Et donc, ça m'a un peu. Il veut tout mettre. Il veut tout mettre voilà, et rien en même temps. Du coup, il y a du vide et je trouve que c'est dommage. Vincent, tu n'as rien. Oh non, je suis juste pas d'accord. Mais... Non, mais c'est vrai que c'était un moment quand même assez plaisant à voir, mais en fait, le problème majeur du film, c'est que si tu connais l'histoire de Sharon Tate, tout ça, et tu sais pile où ça va aller et tu sais où ça va aller. Et si tu connais pas, en gros, tu comprends pas pourquoi t'as passé 2h30 avec Sharon Tate. C'est tout à fait vrai. Et ça, c'est quand même un gros problème du film. Parce que vraiment, tout tient sur le fait de connaître cette histoire. Si tu ne connais pas cette histoire... Je suis allé le voir avec pas mal de gens qui connaissaient pas du tout cette histoire. Ils ne se sont pas demandé pourquoi il y avait un intérêt. Et puis finalement, on a expliqué, et puis on a cherché ce qu'on savait pas, etc. aussi. Et c'est là en mode en fait, du coup, je le reverrai bien, mais tu vois, c'était. Ouais, mais attends, là, la fin, tu vas pas tout apprécier. Quelle est l'importance de la fin sans trop en dire? Sans savoir ça, il y a pas de, il y a rien quoi du coup. C'est du vide. Non, c'est pas du vide, c'est juste. Cette fin pourrait exister. Mais ça quand Sharon Tate se fait prendre 10 fois en photo devant l'affiche, là, la scène, elle dure 15 ans pour rien, et puis on la revoit faire pareil. Il y a parce qu'il n'y avait pas cette quota de Margot Robbie à l'écran. Il y a peut-être des moments vides pour ceux qui n'avaient rien du tout de l'histoire, mais c'est pas. C'est lui qui a fait le montage, on est d'accord. Je trouve ça anecdotique par rapport à. Enfin, je trouve ça assez anecdotique pour que tu puisses y aller sans rien savoir et quand même apprécier le film, quoi. Ouais, quand même. Je trouve toute la partie Sharon Tate. Pour moi, ça vaut vraiment pas le coup si t'as pas vu. Enfin, tu vois juste une actrice peu connue qui va se voir elle-même dans un film et c'est tout. Et qui va chez l'antiquaire du coin aussi. Et qui habite pas loin. Tu vois sa petite vie, quoi. Il y a des longueurs, moi, je trouve, dans ce film. Moi, typiquement, je pense que c'est pas le Quentin Tarantino que j'ai envie de revoir, quoi. Ah, moi non plus. Ça, et je le préfère largement. Enfin, il écrit très bien des fictions, tout ça, des trucs comme il disait Raphaël, bien cadrés, où il y a un très bon scénario. Et là, on voit que c'était un peu plus. Il voulait faire un truc un peu plus concept. Et du coup j'ai moins apprécié. On a l'impression qu'il y a moins de scénario, il y a plus une réflexion en fait derrière sur ce qu'il aime. Mais moi je n'ai pas vu la réflexion, j'arrivais pas à la voir. Lui il dit j'ai voulu montrer ce que j'ai appris, ce que j'aime. Ce que j'aime, donc même pas de réflexion. Voilà. Once Upon a Time in Hollywood. Vu la fin, c'est pas totalement vrai de toute façon. Oui, parce qu'il fallait quand même changer un truc. C'est forcément qu'il y a une remise en question des défauts de ce monde-là. Enfin bref. Moi, j'ai pas pensé à une remise en question, mais. Marie, c'est à toi de clore cette partie spéciale. Ah non, il y aura Edwin aussi juste après. La surprise Edwin. Il passe après. Ouais, vas-y. Alors moi, je vais vous parler de Portrait de la jeune fille en feu et de sorti très récemment. Très récemment, il y a 2 semaines. Et je vais commencer, comme je commence toutes mes chroniques, par une petite citation. Une citation de Céline Sciamma elle-même qui, face au travail de ces peintres oubliés par l'histoire, mis en scène dans le film, a ressenti une profonde excitation mais une tristesse aussi. Et pour elle, pas uniquement dans le constat de leur invisibilisation par l'histoire de l'art, mais aussi dans ses conséquences. Quand je regarde ces images, elles me troublent et m'émeuvent autant parce qu'elles m'ont manqué. Le film parle du coup de la peinture faite par une femme, Noémie Merlan, et de sa mission de tirer le portrait de la mystérieuse Adèle Haenel, qui refuse d'être représentée, d'être copiée et d'être mariée surtout. Une histoire de l'art, une histoire d'amour et une histoire du monde, scénarisée par la grande Sciamma et mise en image par la talentueuse Claire Maton, qui a su rendre un visage à ces femmes effacées, non pas par le temps, mais parce qu'elles étaient des femmes justement. À travers Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma fait preuve d'une volonté de faire des choix,
Le choix d'un film engagé et fort, aux personnages marqués à l'image stylisée et aux propos qui, malgré les costumes d'époque, restent très actuels. Mais surtout, Sciamma fait le choix de changer les règles du cinéma, le choix de ne pas intégrer de musique à son film pour faire ressortir l'émotion par le propos, le choix de ne faire apparaître que des femmes à l'écran, ce qui en a fait râler certains dans la salle à Cannes, le choix de parler de peinture classique à l'heure où d'autres parlent de la peinture contemporaine, le choix de parler d'elle à travers Noémie Merlan et le choix d'Adèle Haenel, son âme sœur de toujours. Le choix de montrer l'homosexualité féminine alors que ses représentations sont assez minoritaires. Le choix de ne pas réécrire l'histoire mais de la rendre vraie et de désinvisibiliser ces femmes qui n'ont jamais hésité à rendre visible le beau monde qui les entoure. Le choix des femmes, en somme. Très bien, Marie. Qui a vu le film? Moi. Ouais, alors... Je l'ai vu aujourd'hui. Ouais, ce matin. Oui, c'est vrai. Ouais, ce matin, c'est ça. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, donc déjà visuellement, où tu sens que c'est très travaillé, même au niveau de la mise en scène, tout est travaillé, t'as l'impression de... Il y a beaucoup de scènes qui ressemblent à des tableaux, où t'as l'impression de regarder un musée ou quelque chose comme ça. Et tout ça, c'est très travaillé. Et j'ai beaucoup aimé, on va dire, la première moitié, voire les premiers 2 tiers du film, où c'était justement très original, la relation qu'il y avait entre les 2 personnages principaux, et même avec la servante, la 3e. Et puis, qui est une présence uniquement féminine, ça ajoutait clairement un cachet au film. Et puis, tout le monde ne pense pas ça, je te le dis. Et puis à un moment, ça devient juste un peu d'amour. Et c'est dommage que ça mène là, en fait, parce que tout le film est tellement original au début que tu dis, ça peut pas mener à un truc aussi basique. Et en fait, ça fait... moi, j'ai pensé que ça me faisait un peu penser à l'arnaqueur en mieux, quoi, dans l'histoire. Waouh. Non, mais c'était dommage d'en venir là, quoi. C'était dommage de... Voilà. C'est juste l'arnaqueur, le film avec Romain Duris. Romain Duris et Vanessa Paradis. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en fait, c'est ça en beaucoup plus original, mais... Ouais, mais ça mène presque à la même chose, même si c'est beaucoup plus complexe sur le principe. Je veux dire, c'était... c'est dommage que ça arrive à vraiment de l'amour explicite, quoi. Voilà. Mais c'est quand même une forme d'amour beaucoup moins représentée que des couples classiques oui. Mais, dans le cinéma, finalement. C'est beaucoup moins représenté, mais c'était... je m'attendais à totalement autre chose, et j'espérais même totalement autre chose quand je regardais le film, parce que justement c'était trop compliqué, et je voulais que ça parte cette complexité, et finalement là, ça dérive un peu vers autre chose, et plutôt juste leur relation, quoi. Raphaël. Alors, outre la pire séance que j'ai vécue à Cannes à côté du journaliste qui insultait tout le temps les actrices pendant le film. Parce qu'il n'y avait pas d'hommes dans le film. Le film, j'ai pas pu rentrer dedans. Je sais pas si ça aussi est forcément joué, hein. Mais je pense que c'est un film où si tu rentres pas dedans, vraiment... c'est tellement minimaliste que tu peux pas te passionner pour certaines scènes où il fallait vraiment être dans l'échange, dans les dialogues et aussi dans la photographie. Et moi, j'ai vraiment été assez extérieur à ça. Donc je le regardais vraiment de loin et j'ai pas pu pénétrer dans le film. Je sais pas si... en fait, c'est le côté historique qui me parle pas. C'est pas... j'aime bien les films historiques, comme mon choix de film le prouve, mais là, j'ai vraiment été un peu stoppé dans l'élan du film, donc voilà, c'est dommage. Tu préfères la peinture contemporaine, on le sait, c'est pour ça. Ouais. Y a Damien en tout cas qui nous dit sur le live qu'il a hâte de le voir. Philippe aussi. Qui est alors lui, Philippe, il nous demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Persona non grata? Non. Qui a été tourné alors moi j'en ai entendu du bien, à ce qui paraît c'était pas mal, mais je ne l'ai pas vu, et il dit que le top cet été c'était Parasite. Alors on en a déjà parlé nous la saison dernière, mais effectivement Parasite c'était un super film. Edwin, à toi de clore cette partie du coup débat. Tu vas nous parler de Yves. Je vais vous parler de Yves. J'ai un peu sorti comme du ça. coup le 26 juin dernier, on refait un flashback. Ouais. Voilà. Et donc je vais vous parler de Yves un peu en freestyle, parce que à l'image du film, moi aussi, hein. Le personnage principal est un rappeur. Bon. Alors Yves, voilà, vous avez apprécié. Donc Yves, c'est sorti donc le 26 juin. Ça a été donc réalisé par Benoît Forjard, et c'est avec William Lake Bill, Doria Attillier et Philippe Catherine, pour ne citer que. Et en fait, ça raconte l'histoire de William Lake Bill, qui s'appelle Jérém, qui est un peu un rappeur qui réussit pas trop, quoi, enfin un peu à la rue, quoi. Et du coup un jour il a l'occasion de se faire de l'argent en participant à un espèce de, alors je sais pas trop comment appeler ça, mais
être un testeur, quoi. Et donc du coup, il va tester en fait un nouveau frigo intelligent. Voilà. Donc ça, c'est le concept de base du film. Après, il y a plusieurs péripéties qui va arriver, donc c'est plutôt une comédie. Et donc moi, pour en revenir plutôt à ce que j'en ai pensé de ce film, c'est vraiment typiquement le genre de film que j'apprécie parce que c'est absurde, c'est bourré de folie. Donc toi, t'aimes beaucoup les films où il y a Liane? Comment? Liane Folie. Ah, oh là là. Aïe aïe aïe. J'étais pas prêt pour ça. Ouais. Donc c'est ce Bisous grain de à toi, folie Liane. que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi le côté des personnages que je trouvais bien écrits, avec notamment William Lake Beale qui... j'aime de plus en plus les films qu'il choisit. J'aime bien tournure de sa carrière, la tourneuse de sa carrière. Philippe Catherine, il me fait toujours rire, lui, il est toujours présent, quoi. Et du coup, voilà, c'est moi, ça a été un très bon film pour moi, un très bon moment. Après, je l'ai trouvé quand même bien en dessous de mon film de l'année qui est Sorry to Bother You. J'en reviens toujours à là. Parce qu'on peut en voir quelques similitudes par rapport justement à cette folie. Mais je trouvais que Sorry to Bother You allait bien plus loin dans le concept. Voilà. Après, si vous voulez vraiment bien vous marrer et que vous adhérez à ce type d'humour, c'est drôle, quoi. C'est un mec qui fait du rap avec un frigo. Voilà. Ça marche. Qui a vu Yves? Sur la table, personne? Non, mais j'ai très envie de voir. Ouais, moi aussi. Ok. Ce film qui sonne un petit peu à la Quentin Dupieux, qui a été vrai. beaucoup comparé à son style Ça a de plus cinéma. drôle. Ouais, Raphaël, tu souhaitais maintenant nous je vais parler essayer de faire de vite. Stéphane Battu que tu as rencontré le mois dernier lors de sa venue pour nous présenter son premier film du coup de fiction, Vif Argent. Exactement, donc un film très sympathique, évidemment parisien, mais pas du tout bourgeois comme on peut le voir en général. Alors c'est un premier long métrage de fiction du réalisateur, comme le disait Marie tout à l'heure. Alors dans ce film, il est question donc de Juste, comme Juste Leblanc, qui a le pouvoir ou le don de pouvoir recueillir les volontés des morts errants dans la ville avant qu'ils ne partent dans l'autre monde. Alors Marie, je sais pas ce que t'en as pensé, parce que tu peux donner ton avis vite fait. Ah, maintenant? Ouais. Ah, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé ce film très poétique, très bien mis en scène. Et comme Stéphane Battu est un directeur de casting à la base, il va chercher les gens dans la rue. On sent que du coup, en tant que réalisateur, il a ce regard-là de savoir trouver les bonnes personnes et savoir les mettre en scène pour que leur personnalité sonne vraie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est magnifique, il est très bien réalisé et très bien joué. Effectivement, mais comme tu le disais, du coup on va en parler. Donc Stéphane Battu, c'est un grand directeur de casting, donc il a fait le casting de L'Inconnu du Lac, et aussi c'est lui qui a fait le casting du dernier Paul Verhoeven, donc Benedetta, donc avec Lambert Wilson, Virginie Fira et Charlotte Rampling. Un regard plutôt rare, parce qu'en général donc c'est des scénaristes ou des chefs-op qui deviennent soit réalisateurs, soit réalisatrices, donc c'est assez rare. Du coup il nous explique comment son métier lui a donné envie de parler de ces âmes errantes. Je me promène beaucoup dans les rues à la recherche des fois de personnages pour les castings dont je m'occupe. J'ai été amené à regarder peut-être un peu plus ces personnes, à les regarder avec un intérêt qui est professionnel, pas un intérêt, je dirais, plus gratuit ou désintéressé. Et puis des fois ces personnes, je les rencontre, je leur pose des questions, je leur demande de me raconter des souvenirs, et il arrive que certaines de ces personnes jouent dans les films, et je vois qu'il y a une sorte de métamorphose, en tout cas dans mon regard, c'est-à-dire que je vois en elles plutôt des personnages. Il y a quelque chose du destin qui se joue à ce moment-là. Alors j'en suis le spectateur, je ne suis pas l'acteur, mais le spectateur. Et je trouvais que la forme fantastique, l'idée du... Ça a coupé. Ouais. Ça a coupé comme Serge Karamakov. Alors du coup, ces rencontres qui donnent une singularité à son scénario et à son film. On me dit dans l'oreille que ça coupe comme tes sons habituellement. Voilà. Ah, petit bizarre. Clash de Arnaud. Mais ça, c'est pour voir si on est concentré, une test raf. Ah là là, bah oui, exactement. Non, mais j'avais mis un fade de moi-même. C'est pour ça, je pense qu'on n'entend pas. Bon, alors pour finir, donc je lui ai demandé aussi ce qu'il pensait donc de l'élection. Et on entendra la moitié. Hein. Ah, ouais, exact. de l'élection de Dominique Boutonnat donc au CNC, la polémique estivale de l'été dans le cinéma. Ouais, c'est vrai. Donc, puisque Boutonnat donc souhaite produire seulement les films qui rapportent, donc plutôt des comédies, et une grande angoisse donc qui apparaît
chez les cinéastes indépendants, donc on écoute son avis. Je le connais pas, ça m'effraie un peu en fait qu'on dise il y a certains films qui ne devraient pas ralentir la vivacité de l'économie du cinéma, parce que je pense que c'est un art, voilà, tout simplement, et qu'il y a des expériences qui doivent être menées par des personnes, des réalisateurs qui commencent, ou même après, enfin je sais pas, j'ai l'impression que Godard fait des films extraordinaires encore aujourd'hui, quoi. Donc, et voilà, ces films, on ne rentre pas dans les critères dont il parle d'un point de vue économique. Donc voilà, je pense que c'est pas voir les choses de... Tu remarqueras que quand il a parlé de Godard, il y avait beaucoup de bruit dans votre salle et il a parlé de Godard, tout le monde s'est tué. Parce que Godard fait peur. Tout le monde tout le monde est mort aussi à ce moment-là. Exactement. Donc voilà, non, Stéphane Battu, très sympa, à part son très goût sympathique. pour Même Godard. si je suis pas d'accord avec lui sur Godard, très sympathique. Non, voilà, c'était une rencontre très Très bien. sympathique et un super réalisateur. Merci Raph. Comme il y a plein d'autres films dont on aurait voulu vous parler qui sont sortis cet été, on va pas se priver pour le faire en vitesse dans notre speed noting. Je ressors les jingles que je ressors 2 fois par an. Toy Story 4, on en parle rapidement, de Josh Clooney. Génial. Excellent, Super ouf, bien. très drôle. Incroyable. Vraiment hilarant. À la hauteur des autres. C'est vrai. C'est vrai. Qui a vu Brightburn, l'enfant du mal? Je Moi. l'avais noté. Moi C'était nul. Ah oui, c'est bien ça, ouais. J'étais pas sûr que du titre, mais parce que c'était nul. je m'en suis tellement pas L'enfant rappelé. du mal. Ouais, Voilà, c'est ça, je vois. c'était. En fait, C'est très bien. si Superman avait mal tourné. Voilà, c'est Ça parle pas du tout de Superman, ça parle pas du tout de Frank, Superman a mal James tourné. Gunn, là, c'est ça? Frank, produit par c'est pas James du tout Gunn. le film qu'on croyait. Mais En ce fait- film est sorti. Ouais. Oui, et c'était nul. Bah, en fait, on dirait un épisode de Black Mirror, mais d'une On dirait heure et demie. le saut 8 qui est jamais sorti. Très C'est bien. un bien. peu téléfilm ou un truc comme ça? Non, Alors, non. un peu mieux. Yesterday de Danny Boyle. C'était pas super Ouais, bien c'était du moyen. tout, voire pas bien. Pas bien du tout. Heureusement qu'il y avait Ed Sheeran. Hein. Ah non, mais c'était un petit désastre. Voilà. C'est vrai. Même avec Ed Sheeran. C'était trop. Bah, surtout Ed Sheeran, franchement, Même surtout, avec Ed non, mais, surtout Ed Sheeran, franchement, il non. joue Il y mal avait une et blague, il y avait et un sa running blague, gag. ah non. Non, il y a un running gag qui fonctionnait bien quand il tapait sur internet et qu'il cherchait les choses. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les Beatles qui sont plus là. Là, tu twistes le truc Ah, et moi, tu fais le truc bien. Je le dis. Il y a pas mal de choses. Du coup, c'est un truc avec les. Bah oui, les Beatles sont tellement Mais influents. Ça a mais dû ça avoir m'énerve des qu'il n'y ait pas conséquences. de logique entre les trucs qui ont disparu, mais bon. Non, mais c'est pas grave. C'est des ça. trucs connus, justement. Très bien. Anna de Luc Besson, qui l'a vu? Non. Moi, je l'ai vu. Ah, tiens, bravo. ça m'intéresse. Bah, pas mal, en fait. Aïe, Ah. aïe, aïe. Je l'ai trouvé assez bien. Ouais. Mais Moi, la bande-annonce Genre, me donnait envie. Bah, voilà, mais en fait, Pas bon. bon, ils ont un peu abusé. Ils ont une manière de. Enfin, le montage. En fait, le film repose autour de flashbacks. À chaque fois, tu suis le D'accord. film, puis ça fait 8 jours avant, 9 Ouais. mois avant. Mais ça arrive 15 fois dans le film, quoi. Donc, c'est un peu chiant. Ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, en termes de scénario, c'était pas mal. Et puis, la réal était correcte. C'était un divertissement, quoi. Ouais. Le Roi Lion de John Favreau. Ouais, qui l'a vu. je l'ai vu. Ouais, nous aussi. Alors, Ils ont enlevé toute la magie du dessin animé. Même Oui. si il est Incolore. magnifique en termes de Ah, j'ai graphisme. pas trouvé. J'ai Ah, trouvé si. lisse les graphismes. Ah non, moi je l'ai bizarrement. trouvé vraiment extrêmement beau. Mais par contre, ouais, tu perds. En fait, ils l'ont rendu réaliste et du coup, tu perds tout ce qui marchait dans le dessin animé. Enfin, notamment, je sais pas, Scar qui s'élève sur une Complètement. montagne. Bah, Ouais. là, c'est Scar qui monte avec ses pattes sur Ouais, des c'est rochers. ça. Quoi. Enfin, Ah, c'est très fade, ouais. C'est sans intérêt. je trouve. Midsommar d'Ari Aster. Personne ne l'a vu? J'ai hâte de le voir. Très Ouais. bien. Moi, j'ai peur. Vous verrez qu'il figurera en haut dans notre classement puisqu'il y a des gens qui ne sont pas autour de la table qui l'ont mis. Fast and Furious Hobbs and Show, personne ne l'a vu. Non. Rober une Pas, non. lumière d'Arnaud Moi, je l'ai vu. Desplechin. Nous aussi. Ouais. Ouais, ça va. C'est un peu la réaction qu'on a eue. Non, mais en fait, c'était bien par son réalisme, je trouvais. Ouais. Et après, c'est pas ultra intéressant tout le temps, quoi. Voilà. J'ai pas du tout aimé Léa Seydoux. J'ai pas du tout Ah oui aimé. Non. Oh, Bah, non, le problème, t'es Je c'est me suis bien, ennuyée beaucoup. Le casting, il a pris quand même les acteurs et les actrices les plus énervants du cinéma français. Ouais, Genre bon, Antoine exactement. Renard, Antoine Renard, tout ce qui est. Antoine Renard n'était pas bien, ouais. Quand je dis il est aime, tout je le temps n'aime pas énervant quand dans je ses dis films. aime. Dans la vie scolaire, tu vois, il est un peu énervant aussi. Mais j'ai l'impression que du coup, le mélange passe pas du tout. Mais sinon, le début a l'air intéressant. Mais quand on Mais voit ça le commence reste du bien film, et après non. c'est pas 2 intéressant. mois de Cédric Clapiche sorti le 11 C'était septembre. génial. Excellent. Magnifique. J'ai tellement envie Jeanne de de voir. Bruno Dumont. Jeanne de Bruno Dumont. Ah, et Jeanne, excellent. Des aussi. moments Ouais, musicaux ouais, vraiment. incroyables. Je trouve- Ouais. on parlait Ah de ouais. Yves et de Dupieux et je trouve Ouais, que c'est Bruno vrai que Dumont Bruno aussi. Dumont, là, il est. il est pas mal et vraiment il met tout le monde d'accord avec celui-ci. Le premier, Jeannette, Très bien. c'était pas ouf, mais lui. La Ok. BO de Christophe. Alors, Incroyable. ça, chapitre 2 d'Andy Muschietti. Nul. Sans intérêt. Ouais, De la merde. désastre.
Trop de jumpscare. Très mal écrit, très mal Ça monté. refait comme le 1, mais en pire. Qui l'a vu Rambo Last Blood? Personne. Downton Abbey, quelqu'un l'a vu? Bon, Ad Astra de James Gray, du coup. Allez, vas-y, Edwin, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ah ouais. Je l'ai vu hier. Ah ouais. Donc donc j'ai des souvenirs assez frais. Bah en fait j'ai trouvé que c'était assez classique, c'était assez fait, c'est beau. C'est James Gray. C'est beau, voilà, c'est un peu c'est contemplatif, c'est James Gray. Mais après du coup voilà c'est pareil. On parlait de Once Upon a Time in Hollywood qui avait pas trop de scénario. C'est pareil, moi je trouve qu'à Ad Astra il y a pas forcément un scénario, il y a une réflexion sur. Ouais, mais déjà, elle est déjà plus palpable, je trouve. Mais une réflexion plutôt sur la solitude, et c'est ça vraiment le cœur du film. Et en fait, ce qu'il y a autour, c'est juste c'est l'espace, donc c'est un peu stylé. Donc, je trouve que l'univers est vachement fourni, très riche. J'ai bien aimé, il y a une scène que j'ai bien aimée sur la Lune. Quand on voit Subway. Ouais, exactement. Il y a aussi Apple, voilà, il faut dire toutes les marques. Et du coup, j'ai quand même bien aimé, mais du coup, en fait, malgré cette réflexion un peu profonde, j'ai pas trop ressenti de trucs, quoi. Voilà. Allez, on fait un tour à d'Astra, un mot, rapidement. Un mot. Ouais, un mot. Un peu chiant. C'était 3. C'était 3 mots. Beau mais conventionnel. C'était 3. Début très cool, mais fin pas terrible. Sans plus. On dirait remplacer Ad Astra par un autre titre. Bon, moi j'ai bien aimé, même si c'est pas le meilleur, James Gray. Il est l'heure de résumer tous les films que l'on vient de commenter en un seul classement. Il est l'heure du top. Comme il y avait beaucoup de films, cette fois je vous ai demandé un top 5, mais vous allez me dire que votre top 1, sauf Raph qui a un doublon. Non. Oui, mais alors il a eu le droit, Marie. j'aurais aimé aussi Portrait de la jeune fille en feu, mais j'ai adoré Tolkien. Ok, Raph, tu as mis du coup Tolkien. Ouais, Tolkien qui était vraiment génial, très minimaliste, et en même temps ça parlait de tellement de choses en si peu de plans, et je trouve que c'était en fait une histoire en surimpression. C'est génial. Allez, vas-y, c'est quoi ton autre top 1? Toy Story. Toy Story 4, ouais, ok. 4. La femme de mon frère. Très bien. Once Upon a Time in Hollywood. Très bien. Edwin. Yves. Ok, bah oui, ceux qu'on a choisis, même moi j'ai mis Spider-Man, alors que bon, voilà. Du coup, le top, je vous fais un top 5 par contre pour celui-là. Le top général. 5e, La femme de mon frère de Monia Chokri. 4e, l'œuvre sans auteur de Florian Kull von Donnersmarck. 3e, Midsommar d'Ari Aster. C'est dommage qu'il y ait personne qui l'ait vu autour de la table, que tous les autres l'aient adoré. On n'a pas pu en parler du coup. 2e, une égalité, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Ad Astra de James Gray. Et premier du coup, Toy Story 4 de Josh Cowley. Vraiment, ça a été un super film. Franchement, ils sont passés après le 3 qui était déjà assez exceptionnel. Ah oui, tout est pas. Et ils ont fait très 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 fort Pixar sur ce film. Après les tops, c'est le quiz et on ne change pas une équipe qui gagne puisque toujours aux manettes, on retrouve Marie et Raphaël. C'est parti pour le quiz. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure, Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, homework. Anyway, lead on. Allons-y. Alors, nous commençons par les équipes Gaël et Vincent d'un côté. Gaël, tu es chef d'équipe. Yes. Simon et Edwin de l'autre, les deux frères. Simon, tu es chef d'équipe, c'est l'affrontement des titans ce soir. Et pour commencer, je vais vous demander de trouver le titre du quiz, évidemment. J'ai même pas pensé, je suis trop bien. Ah bah bravo, Gaël. Alors, faut dire que Attends, il faut dire qu'il y en a un qui c'est n'existe pas par contre. Oui, Parce que moi je j'en sais pas ai vu lequel un tout vous à l'heure. avez- C'est le portrait de la jeune fille en quiz. Ah, en plus, j'aurais dit ça. Ah, c'était drôle. J'aurais dit ça. Je te reprends. Alors c'est un film dans lequel on a, C'est un film duquel dont on a parlé parlé ce soir. forcément. On a parlé Ouais. plus longtemps que 30 secondes On en quoi. a parlé ce soir. On y a parlé. On peut même vous dire qu'il a été chroniqué ce soir. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, C'est pour vous on aider. en a un, mais on en avait un meilleur. Mais Ah. on vous dit celui qu'on pense. Vas-y. Edwin. Non, dis-le. Once Upon a Quiz in Hollywood, c'est ça? Ouais. Mais sinon, on avait Ouais. pensé le quiz sans auteur, c'était bien. Ah ouais, c'est vrai, merde. C'était une autocritique Nous, finalement. Nous, on a pensé Spider-Man Femme Form Quiz. Eh bien, je suis désolée de vous annoncer que incroyable. vous n'avez pas de points, aucune des deux équipes, Même puisque pas les bons j'étais films. Tant mieux. la femme de mon quiz. Putain, en plus, au La début, j'ai femme de pensé mon un peu quiz, plus. c'est pas mal aussi, j'avoue.
Mais le quiz sans auteur, regarde, c'est Et- poétique. C'est le moment où je vais transpirer un max parce que je vais bientôt balancer un son, donc prenez vos casques. Oh là Tous là. leur casque, de toute façon. Alors, dans quelle œuvre on entend cette chanson? Once Upon a Time in Hollywood. Alors, je l'ai passé dans une émission que j'anime aussi, La Récolte, à 19h tous les vendredis. Ça pue autopromo. Oui, on devrait voir. On a bien Exactement. regardé, La hein. femme de mon frère. On a tout à fait écouté. Non. Alors c'est un film dont on n'a pas chroniqué, mais on en a parlé. Il y a Il y a pas beaucoup de temps. Il y a pas je beaucoup pense. de temps, il y a moins de 15 minutes quoi. Et tout le monde 2 mois. était ouais, Oui. exactement. Bien, ouais. Film de Cédric C'est Clapiche. bien parce que personne ne l'a vu Notes, autour de la Simon. table. Quoi Si, nous. Et nous Ouais, mais pas ceux Ah qui oui, dans ce participent qu'ils au jouent. quiz. Ah mais bon, Eh ben, c'était Ah, plus ouais. difficile, fallait réfléchir. Moi, j'ai repenser repensé au de style clapiche. tout de ça. la chanteuse Crystal Murray. On passe à En or ou en bois. Première info. Vincent Lindon est la première recrue de Julia Ducournau pour son prochain film. Edwin, tu veux t'essayes de Vas-y. chuchoter, mais on t'entend beaucoup. Nous, on dit faux. En bois. D'accord. Et en face On dit en or. En or. Eh bien, c'était En or. Mais... Puisque le film Titan, inspiré de la mythologie grecque et de l'horreur organique, part en tournage en mai prochain. Je t'en avais parlé. Ce qui nous fait 2 je pour sais, mais l'équipe j'ai pas- de Simon. Et toujours 0 pour l'équipe de Gaël. Je suis Eh désolée. oui. Bravo. Eh oui. J'ai écouté Alors, Vincent. deuxième en or en bois, le prochain film de James Gray parlera de la relation père-fils dans la famille Trump. Est-ce vrai ou faux? En bois. En bois. Eh bien, c'est vrai. Oh non, Un mais projet c'est ouf. prénommé Armageddon Time qui se déroulera Ah, dans en vrai, je crois que je me New rappelle. York des années Ça me dit 80. quelque chose Je trouve maintenant. qu'on dirait un Fallait stéréotype fouiller dans tes- Ah ouais. de lui-même, là. C'est tout. Eh ouais, non, c'est vrai. C'est tellement ça. D'accord. On est toujours à 2 ça pour l'équipe de m'intéresse. Simon, 0 Super. pour l'équipe de Gaël. On passe à la Est-ce que troisième Donald info. Trump pourra jouer son propre rôle? Je pense pas. Troisième info, Céline Sciamma travaille sur une série québécoise produite par Xavier Dolan. En or ou en bois? Moi, je sais ce que c'est. J'ai la bonne réfléchi réponse. intensément. Vincent, tu réfléchis intensément ou pas? Ça se voit en tout cas. Ouais, ça se voit, Ouais. ça se voit. Dites votre Faut transpirer, réponse parce là. que j'ai la bonne réponse. Vrai. En or, je sais pas. En or chez Gaël? En bois. C'est Ouais, juste, non. c'est juste Xavier Dolan qui travaille sur une série. Absolument, une série adaptée de Michel-Marc Bouchard, auteur J'ai de essayé. Tom à la ferme. On passe à 3 dans l'équipe de Simon. Dernière et 3, en or ou en bois, Warner s'est approché de la société Funko Pop pour réaliser un film sur les petites statuettes. Est-ce vrai ou faux? Vrai, ils veulent faire la grande Allez, aventure en or. Lego, Ouais. il y a eu Playmobil, donc maintenant voilà. Moi, je dirais en or. Eh bien, c'est en or. Après Yeah. des films Lego et un film Playmobil, Warner souhaite faire un film avec les figurines de ses grandes licences Harry Potter, DC, etc. Alors ça fait 4 pour l'équipe de Simon et premier point pour l'équipe de Gaël. et Bravo. Vincent. Alors, on passe au qui a dit. Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, au final, les fans de Marvel et DC sont James beaucoup Gunn. plus- Exactement. Oh, mais là, c'est pas juste. James Moi, j'arrive Gunn, même pas à me donc mettre dans le réalisateur propos, des Gardiens de la Galaxie 3 et du C'est vrai prochain que ça va Suicide vite. Squad, qui veut que les fans de DC et de Marvel fassent la paix. C'est beau, en tout cas Ah, c'est un c'est beau message beau message et ça de fait paix. 5 pour l'équipe de C'est Simon. beau, mais ça va trop vite pour moi. On passe à la Sherlock Holmes qui vaut, je vous le rappelle, 3 points et il faut aller très vite pour répondre. Je vais énoncer le crime de quelqu'un, vous allez me retrouver le criminel évidemment. Ça va très vite, je suis accusée d'agression sexuelle par 4 femmes. Polanski. Rob Cohen. Non, non, Non. Quelqu'un de très Weinstein. connu. Besson. Comment Antoine. Luc Besson. non. Harvey Weinstein. Mais t'es dans la bonne nationalité. Abdelatif Keshish. Polanski Ça a aurait dit. pu. Non, il a dit. C'est pas lui. Ça aurait pu aussi. hein. Oui, mais comme. Mais on y pense moins, on je pense sais pas. moins à cette personne que d'autres. Moi j'avais pas entendu parler Gérard du tout de ça. Depardieu. Non. Non. Vraiment, moi je savais pas du tout. J'avais pas connaissance de cette affaire avant le quiz. hein. Ah ouais. C'est un acteur, mais aussi un chanteur. Ah, moi je pensais que Ouais, c'était. Florent Tout le monde en a Pagny. parlé. Non, Ah non, oui, je sais, Patrick Bruel. absolument Patrick Ah. Bruel. Et voilà, je ne étais pas au courant. Donc il est également accusé. J'ai vu les Il est infos. également accusé d'exhibition sexuelle par une employée d'hôtel. Voilà. Salaud. Donc Gaël, Vincent, vous gagnez 3 points. Vous passez Mais à 4. Vous avez plus que 1 de différence. Ah, non, 4-4, non. Non, je suis Patrick désolée. Bruel qui s'exhibe dans un hôtel. Mais en fait, parce que c'était. Elle lui faisait un massage et en fait, lui, il a cru qu'elle voulait plus. Il a dit non, je veux sans serviette, il a dit. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, voilà. 5-4. Et ouais, on passe au Bien, quiz vite, hein. spécialité. Bah 3 points. Alors, Été 2019. là, bien je sûr. vais transpirer aussi, puisque une réplique un film. Attention, dans quel film on entend cette scène? Donc sorti en été 2019. Oui. Ouais. Toy Story 4. Non. Non, je suis malheureux. Oh oui, bien sûr. Véronique. Paul, c'est la benne qui doit se plaindre. On n'a pas parlé ce soir, je peux Non. pas vous le dire.
Non. Tu reconnaîtras que ces vacances, elles sont loin d'être idylliques. C'est vrai, ça, on en a pas parlé ce C'est soir. 2 stars françaises qui parlent. Mais pour toi, ça va, tout va bien. Tu pars vivre à New York. Il faut trouver la voix là parce que. Je sais qui c'est la voix. C'est mais- qui Isabelle Huppert. Absolument. Mais je sais pas le film. Mais je voulais pas te donner comme indice. Oh non, voilà, j'ai donné comme indice Greta, maintenant. non, c'est pas ça. Non, Non. il y avait un autre film avec Isabelle C'était Huppert. un film à Cannes. Ouais. En compétition. Un film Oh non, Ira c'est Sachs. pas Somme toute possible. assez mauvais. Ouais. Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Bah, tu viens Il y a me pas dire, Brendan dans 2 Gleeson ans, dans le tu film sais aussi. exactement. Absolument. Tu vas les aimer. Ça ne rattrape pas le film, putain. par contre. Non, non. Il suffit qu'elles s'en aillent pour que tu Pourtant, il y a Brendan Brendan Gleeson. Gleeson. Je vous aide, c'est un prénom. Ouais, c'est un prénom. Non. Julie. Non. C'est le prénom de le personnage principal. Ouais. Mais Joué par Isabelle Huppert. je sais plus c'était C'est quoi un le prénom nom. mixte. Merde. Anglais. Sacha. Ouais. Qui sonne plus anglais. Tu sois Raphaël. encore amoureux d'elle. Non. Anglais. Non. Même c'est moins mixte. Andy. C'est le prénom d'un joueur de foot pas très malin. Mais non, mais. Francky. Oh non, mais c'est pas juste, c'était pour lui l'indice Marie là. Non, mais quand même, Franck Ribéry. Oui, Moi, mais je suis dit. j'allais Mais je la connais voir, personne mais qui s'appelle Franck. Franck, ça m'est pas venu comme ça, je suis désolée. Franck Dubosc. Ah oui, c'est vrai. Mais Ah, c'est j'avais 6 le sur l'équipe de prénom d'un- Simon. C'est le prénom d'un comédien pas très malin. Et du coup, comme t'as dit Toy Story 4, ça m'a fait rire parce que vraiment le film Francky est pas très cool. On passe à Merci le Québec. Jérémy Régnier du coup. Un film qui est sorti cet été, pareil. Si je vous dis Terreur dans la tempête. Non. Non, Brightburn, c'est l'enfant du mal. Ad Astra. Non, cet Terreur été. dans la tempête. Cet été, ouais. On est nuls. On n'en a pas parlé ce soir non plus. On est nuls. Storm. Terreur and- dans la tempête. Alors, c'est pas littéral, hein, comme traduction, je préfère vous le dire. Terreur dans la tempête. On en a pas C'est un film d'horreur, chroniqué je pense, ou on en a non pas du tout parlé. On en a pas du tout parlé. C'est un film d'horreur. Je l'ai pas vu, mais pas d'horreur, mais ouais. À mon avis, il y a du C'est un gore. film apocalypse mais, un peu. Pas apocalypse, mais dans un lieu très réduit. Si je puis dire. Ah oui, je sais. Ah putain. Non, tu sais pas, Simon. Ah oui, merde, Oublie, comment il oublie, s'appelle oublie. Comment il s'appelle ce film Il y a de l'eau. C'est le film, oui, non, mais c'est le film Non, mais il y a de l'eau, du c'est bien. français là, Alexandre Aja Oui. et Il y a de l'eau. comment il s'appelle les dents des requins, des alligators de la mer. Non. Les alligators de la mer. Allez, Il y a des alligators. Tu comptes les alligators Non, de la je te mer. le compte pas du tout Les parce dents que des le titre alligators. alligators de l'eau. Non, Non, water, toujours pas, toujours pas. Crocodile. underwater, mais- under the water, Non. non. Quand tu vas à la piscine, Et dans tu des fais, gros- tu fais quoi Pédulez-vous. Non. Tu fais quoi Tu sautes dans l'eau. Les crocodiles qui sautent dans l'eau. Quand tu vas à la piscine, Quand t'es dans l'eau. Tu nages. Je nage. Ouais. Les crocodiles qui nagent. Ah, crawl. Ouais, c'était Crawl. Exactement. Voilà. Et c'est lequel déjà ce film alors? C'est Alexandre Aja. là. Kaya Scodelario et l'autre. Mais jamais j'ai entendu Et parler de ce c'est- film. et c'est quoi. produit par Sam Raimi. Bah, en gros, la maison est envahie d'eau et d'alligators. Il y a une inondation. Ah, nul. ok. Bon, il a fait Piranha 3D. Bon. Mais il avait un super titre québécois. Voilà. Ouais, c'est vrai. On passe au pas tourné. Question. Lequel ou laquelle de ces acteurs-actrices n'est pas apparu dans un film cet été? 5 propositions. Mahershala Ali, Benicio del Toro, Rebecca Hall, Daniel Radcliffe, Elisabeth Moss. Putain, il y en a beaucoup. Tellement dur. Voulez-vous que je vous les répète? Mahershala Ali, Benicio del Toro, Rebecca Hall, Daniel Radcliffe, Elisabeth Moss. J'en ai vu aucun. Lequel Mais ou ouais, moi, laquelle je n'est vois pas même pas apparu dans un film cet été? Mais même pas, je vois un seul Ah oui, j'ai acteur. cherché quand même des films. Bon, Marshall voilà. Ali tourne. Elisabeth Moss, pareil. Rebecca Hall, On sait pas c'est qui est pas le Rebecca Woody Hall. Allen, peut-être. Sorry. Ok. C'est quoi les deux premiers? Allez, Benicio del Toro et Mahershala Ali Ouais. et Benicio del Toro. Mahershala Ali, je vois bien qu'il est tourné. Rebecca film. Hall, Daniel On Radcliffe a et une Elisabeth réponse, Moss. Eh bien, je vous écoute. On attend un peu, on en attend. Très Non, bien. Vas-y, dis-le. Benicio del Toro. D'accord, merci bien. Non, moi j'aurais dit Benicio. Mais j'hésite. Bon, ben nous on dit, pour changer, Elisabeth Moss. Alors, Tout repose sur Vincent. chers amis, Daniel Radcliffe est apparu dans un film, dans Playmobil le film, il faisait une voix. Ah ouais. Rebecca Hall, elle avait un rôle dans Teen Spirit avec Elle Fanning. Qui c'est du coup? Mais c'est une l'actrice actrice. qui Alors, joue je vois comment dans The Town, elle joue dans Ouais, donc, Iron Man oui. 3. Non, chez Woody Allen là. Donc, Paradise End. Je connais pas, c'est pas grave. Voilà. Vas-y. Brune. Benicio del Toro Ah, il a joué. était la voix de Shipper dans Dora l'exploratrice. Ah oui, c'est vrai, je suis con. C'est vrai. Et Elisabeth Moss jouait dans Les Baronnes. Oh mince. bah oui, mais c'est c'est vrai. vrai, mais c'est trop cool. Ah, mais c'est vrai que Mahershala Ali, Mahershala par contre, sa dernière apparition, c'était dans Aladdin, il faisait un caméo. Et Ah oui, c'est c'était, vrai. il a pas sorti de film, voilà. Tranquillou. Bah, en même temps, Ah non, Donc, c'est pas pas de J'ai point pour tellement vous, je suis l'impression qu'il désolée. a tellement tourné cette année. j'ai C'est les pour mains. ça que je l'ai mis, figure-toi. J'ai les mains moites parce que mettez vos casques et vous l'avez toujours. Dans quel film on peut entendre cette musique?
Once Upon a Time in Hollywood, C'est une blague. Yesterday. Oui, Yesterday. C'est vrai. De Danny Boyle. C'est même pas, j'ai pensé, j'avais Mais oublié eux, ce film encore. ils étaient morts, ils étaient Ah en train non, de mais mourir moi là. j'avais oublié ce film à nouveau, alors je l'oublie à chaque fois. C'est à cause d'Ed Sheeran, ça. Ouais. Mais je comprends. Eh bien, on est à 8 pour l'équipe de Simon et 4 pour l'équipe de Gaël. Et on arrive au duel time. Non. Simon, tu es chef d'équipe, tu vas pouvoir choisir ton thème, puisque tu es en avance. Tu as le choix entre Cocorico ou Ticket. Ticket, donc ça va être le box-office. Attends, mais le box-office, je l'ai pas trop suivi en vrai. Allez, tu connais quoique- tout, vas-y, de toute façon, tu vas gagner. Sachant que maintenant, le duel time, je rappelle, c'est plus 5 ou moins 5 points si vous gagnez ou perdez. Putain, je sais pas. Edwin, tu me conseilles quoi? Cocorico Alors là, ou je sais pas du Ticket? tout. Si t'as Allez, pas trop suivi lance-toi. les entrées. Non, mais ouais, mais peut-être plus en vrai. bah, Sachant vas-y, que les Ticket. 2 questions qu'on Allez, a faites ce soir, vous pouvez les faire en cash si vous voulez. Sans qu'il y ait de proposition. Ah, mais ça, Nagui, ça va être Ça chaud. va être dur, mais vous pouvez C'est les faire en cash. Non, non. Putain, Edwin, franchement, choisis pour moi. Je pense que la personne qui arrive à faire en cash gagne tous les coups de la C'est magie. un génie. Vas-y. Ok. Vas-y, Si on met Ticket. de la bouffe, c'est je gagne. Ok. Ok, pendant les 3 mois d'été, juin, juillet et août, Entier. entier, quelles ont été les entrées de films en France? Alors, je vais te donner 4 chiffres, enfin 4 Si tu veux nombres. donner un chiffre comme À ça. moins que tu veux. Ça aurait été. C'est moi hein, Oui. la question, Raphaël. C'est pas pour lui. Alors, Il le regarde depuis tout à l'heure. 42,42 millions d'entrées. 46,46 millions J'aurais pas d'entrées. dû demander cette question en fait. 58,58 millions d'entrées. 60,60 millions d'entrées. Mais du coup, ça sert à quoi en plus de faire des questions en cash maintenant? Bah là, ça sert. Bah, c'était plus 7 ou moins 7 du coup. Ah, Bah oui. c'est 7, Ouais. d'accord. Parce que moi, je suis, Voilà. moi, je suis sur la base de Nagui, donc c'est 5 normalement. Alors, entre ces 4 propositions, laquelle tu penses être la plus raisonnable ou la plus. Bonne chance. Sachant que c'était un été où il y avait une température assez élevée. Et. Mais pas forcément des bons films, donc bon. Voilà. Donc le paradoxe, c'est. On ne Moi, sait je pas, vais être on au sait milieu. pas. C'est soit 42, soit 46 de toute façon, donc je vais dire 46. Eh Ok. bien, j'entoure la réponse. On verra. Ouais. Hein? Pareil. Donc du coup, Gaël, tu Oui. as droit à ma question, Je vais lui Cocorico. mettre Bah, je suis très contente, je vous laisse. Elle va très bien. Et là, elle va être facile cette question. Combien de Non, je films pense pas. français sont sortis cet été? Production, C'est coproduction, question réal. chiante. Du 26 juin inclus au 25 septembre inclus, comme Simon nous avait dit pour le temps. Sorti, t'as dit. Hein. Sorti. Ouais. 34, 35, 42, 47. C'est vraiment la loterie de toute façon là. Hein. Mais t'as dit C'est- 42, fallait y a toujours plus- dire y a plus 42, de moi j'aurais dit talent, que ça. y a mais... plus le skill, c'est mort. Allez, on a tous gagné, moi je dis, on se Ouais. on se C'est 42. l'école des fans. Ton dernier mot? Il avait dit Vincent, faut toujours dire 42, j'ai dit Ouais, 42. j'ai dit c'était 42, en ça a fait peut-être pour les marché. deux là. Regarde, tu vas voir, ça va être ça et ils vont être contents. Alors, On commence par Agaël je vais commencer par Gaël. parce qu'elle a la Non. bonne réponse et parce que c'est marrant. Mais voilà. arrête Simon, c'est pas ton tour là. Gaël, C'est moi. il n'y a pas 34 films qui sont sortis cet été. Il n'y a pas 47 films qui sont sortis cet été. On en est 36. Par contre, il y a 35 35 films qui sont sortis cet été, français, entre le 26 juin et le 25 septembre. Ce qui vous fait J'aurais tomber dû à être moins raisonnable. 1. Je suis C'est zéro, fortement quoi. désolée. J'aurais dû être raisonnable. Putain, pour le dernier quiz de Vincent en plus avant son départ à Non, Paris. c'est très, je lui ai donné de la merde. là. Simon, Simon, alors, est-ce que tu es fort à déchiffrer des lettres? Non, mais vas-y. Très bien. Je vais te donner les entrées de juin. Alors, 12,40 millions. Ouais. Juillet, 18,21 millions. Ouais. Et août, 15,85 millions. Ce qui est un record comparé à. Oh non, t'as gagné, ça veut Ouais, dire. 48. Et non, c'est 46. Bah oui, t'avais dit Ouais, 46. c'est 46. Oui, pardon. Non, Mais tu me non, disais 42 mais tout à l'heure, c'est vrai. Oui, bah c'est bien Ah 46. oui, Tu il a pensais que gagné, c'était il a 42, mais en gagné. fait c'est 46, du coup t'as gagné. T'en es content? et De tu tes- as ramené ton de tes équipe à zéros. 13 points. Yes. Belle victoire. D'ailleurs, belle victoire sur 46 millions d'entrées, c'est une belle victoire. Ça me Faut chauffe. reprendre les bonnes vieilles habitudes de gagner des quiz. Oh. Ça c'est vrai. Merci Raph et Marie pour ce quiz en tout De cas. rien. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur plein de réseaux sociaux qui s'affichent en bas sur internet. Sinon on est sur Mixcloud, sur YouTube, sur Facebook. Merci à toute l'équipe présente ce soir. Merci à Arnaud pour la réalisation de l'émission.
à Margot et Amélie pour leur première à la vidéo. Merci à vous. J'ai regardé sur l'écran et c'était parfait. La semaine prochaine, du coup, c'est Raphaël qui sera aux manettes de l'émission. Ah bah oui. Ok. Ouais, bah oui. Si, si. Waouh, on te l'annonce là. Non, mais il le sait, puisque dernière nouveauté de l'année, toutes les semaines, un nouvel animateur se succédera pour animer l'émission. On aura le droit à quoi la semaine prochaine, Raph? Tu as l'aide de là-bas pour t'aider. Alors, la semaine prochaine, il y aura Jiminy Man. Angly. De Angly. Il y aura Atlantique de Matty Diop. Et il y aura le fameux J'irai où tu iras. Donc, de Géraldine Nakache. Voilà. Yes. Alors que l'on dit au revoir à Vincent. Au revoir Vincent. Au revoir vous tous. Et alors que l'on a dit au revoir à l'été la semaine dernière, Au revoir l'été. J'aimerais déjà nous plonger dans un hiver ensoleillé en compagnie de Baloji et son hiver indien. Oh là là. Donc oui, vous allez l'entendre, obligé. Donc bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant avec Baloji et son hiver indien. À son radiateur. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez. Les éclairs, ce sont des fissures dans un plafond goudronné. Encaisser le choc thermique, échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emric Bouyamba, enchanté. Mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 € de l'heure. Accroché à son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, chambre de bonne. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bédonville à la verticale. Les assos évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre, huile en polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne. Oui, moi que l'on hiberne. Exilé intérieur accroché à son radiateur. À son radiateur. Stockholm, c'est la mire. On neige en plein délire. Des flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon, mimétisme, t'es un caméléon. Ici c'est l'empire du môle, des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine, les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence, entre isolement et repli, déserteur vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, sous ces latitudes, trop de lassitude d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas de Kalonji chez les Diop. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte. L'hiver indien. Exilé intérieur accroché à son radiateur. Au de lotissement. Au de département, à l'éloignement, à l'isolement. Oh, 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 l'hiver
l'hiver indien. Dédon, 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 dédon. Dédon, 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 dédon. Yala waudo. Dédon, 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 dédon. Dédon, 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 dédon. Dédon, 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 dédon. On se croit à Djibouti, îlot sur pilotis. Des brouillards sans outils qui remplacent les poulies par des ascenseurs vivants, gilets jaunes fluorescents ou des rabatteurs d'épicerie proposent microcrédit, antivol pour les poussettes, cigarettes, gilettes, barrettes. On fait disparaître le délit sous les mèches dark and lovely, vampirisé sous les Carpates, pas un réfugié mais un expat. Au lotissement, au département, à l'éloignement, à l'isolement. Yala waudo. À chaque entretien d'embûche, on me dit avec des grandes paluches, y'a des jobs vacants dans les villages, dans les chaînes d'assemblage. Des mains faites pour l'or, ou pour l'huile de friture. Ghetto Mirador, centre de villégiature. Depuis que l'heure du culte est l'heure de téléfoot, char même plus dimanche, gala de plus étanche. Les nuits d'été, le gel entre giboulée et grêle. C'est fait plus chaud à l'extérieur, c'est que DF a coupé le compteur. La fin de la trêve hivernale, c'est notre germinal. Changement de décor, dépression sans les Açores. Dans ce delta urbain, hiver indien sans fin. Yala waudo. Vous en Europe là, Congolais d'outre-mer.